Bonjour. Dans cette capsule, on va voir différents types de liaisons qu'on rencontre souvent dans des composés chimiques, soit la liaison ionique et la liaison covalente. La première liaison qu'on va étudier, c'est la liaison ionique. En fait, la liaison ionique consiste au transfert d'un électron d'un atome vers un autre atome. Par exemple, si on prend le chlorure de sodium, il y a un des électrons qui est dans l'orbital 3s du sodium, qui va être transféré vers l'orbital 3p du chlore pour former des ions Na+ et Cl-. Ces ions-là, ayant des charges opposées, vont s'attirer pour former un réseau cristallin. C'est donc dire que les ions Na+ vont être entourés d'ions Cl- et les ions Cl- vont être entourés d'ions Na+, et ça dans les trois dimensions. Pour caractériser un composé ionique, on va souvent parler de l'énergie de réseau. L'énergie de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qu'il faut fournir à un composé ionique pour séparer les ions, donc séparer le cation et l'anion. L'énergie de réseau est proportionnelle à la charge des ions, c'est-à-dire que des ions qui portent une charge plus ou moins 1 vont avoir une énergie de réseau qui est relativement faible, alors que des ions ayant des charges de plus ou moins 2 vont posséder une énergie de réseau plus élevée, étant donné que c'est plus difficile les séparer. L'énergie de réseau est aussi inversement proportionnelle aux rayons atomiques, c'est-à-dire que des ions de petits rayons vont être attirés un vers l'autre de façon beaucoup plus forte que des gros ions, puisque les charges vont être plus éloignées déjà une de l'autre. Donc, l'énergie de réseau d'un composé ayant des gros ions va être plus faible qu'un réseau ayant des petits ions. Le deuxième type de liaison qu'on va étudier, c'est la liaison covalente. Cette liaison-là ne consiste pas au transfert d'électrons, mais plutôt au partage d'électrons entre deux atomes. Donc, ici à l'écran, en rouge, on peut voir les orbitales 1s de deux atomes d'hydrogène. Ces atomes-là vont s'approcher et vont recouvrir leurs orbitales pour faire un partage d'électrons. Chaque atome fournit un électron et ceux-ci vont se retrouver dans l'espace de recouvrement pour former la liaison covalente. Évidemment, lorsqu'on veut étudier ce genre de liaison, on ne va pas dessiner toutes les orbitales de chaque atome qu'on va dessiner. Donc, si on utilise les cases quantiques, on va simplement relier les cases quantiques par un trait pointillé, ou si on utilise les atomes et on représente les électrons avec un point, on peut simplement rapprocher les atomes pour former la liaison covalente avec chaque point représentant un électron qui se situe entre les deux atomes pour former la liaison. Une façon d'écrire les composés, c'est la notation de Lewis. C'est une façon de dessiner les composés qui va représenter les liaisons covalentes et les électrons dans le composé. Pour expliquer le modèle de Lewis, on va utiliser le composé N2H4 comme exemple. Donc, la première étape, lorsqu'on veut dessiner une structure de Lewis pour un composé, c'est d'écrire la structure squelettique de la molécule, c'est-à-dire on dessine tous les atomes et on les relie ensemble par une liaison covalente. Souvent, les hydrogènes vont être placés dans les bouts de la molécule. Ils sont donc terminaux. Les éléments les moins électronégatifs vont, la plupart du temps, constituer les atomes centraux de la molécule. Et si on a des oxygènes et des hydrogènes dans la molécule, souvent, les hydrogènes vont être liés à l'oxygène. Donc, dans le cas du N2H4, la structure squelettique de la molécule ressemblerait à celle qui vient d'apparaître à l'écran. La deuxième étape consiste à compter le nombre total de doublets d'électrons de valence. Donc, l'hydrogène, qui possède un électron de valence, dans notre composé N2H4, on a 4 atomes d'hydrogène. On a donc un total de 4 électrons de valence en banque. L'azote possède 5 électrons de valence, donc 2 atomes d'azote nous donnent un total de
10 électrons. 4 plus 10 nous donne un total de 14 électrons ou 7 doublets. On va parler surtout de doublets dans le cadre de la structure de Lewis, étant donné qu'une liaison covalente nécessite 2 électrons. On va ensuite répartir les doublets d'électrons pour compléter les octets de tous les atomes, c'est-à-dire qu'un atome aime être entouré de 8 électrons pour que sa couche électronique soit complète. La stratégie consiste à commencer par les atomes terminaux et terminer par les atomes centraux. Et dans le cas de l'atome d'hydrogène, étant donné que l'hydrogène possède seulement des orbitales 1s, on va plutôt parler de doublets plutôt que d'octets. Donc, dans le cas de notre composé N2H4, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 doublets qui sont utilisés pour faire nos liaisons covalentes. Il nous reste donc 2 doublets à placer. Les 4 hydrogènes respectent déjà la règle du doublet. On va donc placer nos 2 doublets restants sur les atomes d'azote pour que ces atomes-là soient entourés chacun de 8 électrons. Prenons un autre exemple, l'exemple du dioxyde de carbone, le CO2. Donc, première étape, on va dessiner la structure squelettique où on a le carbone qui est le moins électronégatif au centre, entouré des 2 atomes d'oxygène. Lorsqu'on compte nos électrons, on a 4 électrons pour le carbone et 2 fois 6 électrons pour l'oxygène, pour un total de 8 doublets. On place nos doublets pour compléter l'octet de chacun des atomes en commençant par les atomes périphériques. Donc, chaque oxygène va se retrouver avec 3 doublets d'électrons, plus les liaisons simples entre les carbones et l'oxygène pour compléter l'octet. On se rend compte qu'il ne nous reste plus de doublets à placer autour de l'atome de carbone pour compléter son octet. On constate donc que le carbone a un octet incomplet. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que les oxygènes vont partager un doublet d'électrons avec le carbone pour lui permettre de compléter son octet et ainsi former des liaisons doubles. Donc, on voit la structure de Lewis complète du dioxyde de carbone qui vient d'apparaître à l'écran avec les liaisons doubles, les électrons qui sont partagés entre le carbone et l'oxygène. Prenons un autre exemple, le cas de l'ion OH-. Donc, la stratégie est la même. On commence par dessiner la structure squelettique du composé. On compte ensuite les électrons pour l'oxygène, donc 6 électrons, 1 électron pour l'hydrogène, et on va rajouter un électron supplémentaire pour la charge négative du composé OH-, ce qui nous donne un total de 4 doublets à placer. Ces doublets-là, en plus de la liaison covalente entre le O et le H, vont se retrouver autour de l'oxygène pour compléter son octet, étant donné que l'hydrogène a déjà son doublet complété. On va mettre le composé entre crochets pour signifier que le composé porte une charge négative. On peut utiliser la même stratégie pour les cations. On va faire l'exemple du composé NH4+. Donc, la structure squelettique vient d'apparaître à l'écran. L'azote possède 5 électrons de valence, l'hydrogène 4 fois 1 électron de valence pour un total de 9 électrons. Par contre, on va en enlever un ici pour tenir compte de la charge positive. Ça nous donne donc un total de 4 doublets d'électrons à placer. Et les 4 doublets sont déjà placés autour de l'atome d'azote pour faire les 4 liaisons NH. Et on signifie la charge positive de l'ion NH4+, en mettant la charge entre crochets. Si on revient sur l'exemple de l'ion NH4+, de la diapo précédente, on avait placé le composé entre crochets et on avait écrit la charge à côté. Par contre, il y a moyen de savoir quel atome précisément va porter la charge positive dans l'ion NH4+. La façon de faire, c'est de calculer la charge formelle de chacun des atomes.
La procédure pour calculer la charge formelle consiste à répartir les électrons de façon équitable entre tous les atomes. C'est-à-dire que chaque liaison est séparée et on envoie un électron à l'hydrogène et un électron à l'atome d'azote pour chacune des liaisons. Ensuite, on compare le nombre d'électrons qui sont assignés à chacun des atomes par rapport au nombre d'électrons de valence que ces atomes-là possèdent normalement. Pour l'hydrogène a un électron de valence et en ce moment, il y a un électron qui lui est assigné. Donc l'hydrogène va porter une charge formelle de 0. C'est la même chose pour les trois autres atomes d'hydrogène. Pour ce qui est de l'atome d'azote, l'azote a 5 électrons de valence, mais en ce moment, il n'y a que 4 électrons qui lui sont assignés. L'azote porte donc une charge formelle positive. Donc, lorsqu'on écrit la structure de Lewis de l'ion NH4+, on va plutôt mettre la charge positive à côté de l'atome d'azote pour signifier que c'est cet atome-là qui porte la charge de l'ion. Examinons maintenant le cas de l'ion CO3 2-. Donc, la structure squelettique de l'ion CO3 2- vient d'apparaître à l'écran. Si ensuite on calcule le nombre d'électrons de chacun des atomes, on a 4 électrons pour le carbone et 6 électrons x 3 pour l'oxygène pour un total de 18 électrons. Finalement, on a 2 électrons supplémentaires pour la charge 2- de l'ion, ce qui nous donne un total de 12 doublets d'électrons à placer. Ces doublets-là vont se retrouver autour des 3 atomes d'oxygène et ça nous laisse un atome de carbone dont l'octet est incomplet puisqu'on n'a plus de doublets à placer. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des atomes d'oxygène qui va partager un de ces doublets d'électrons pour former une double liaison comme on a vu précédemment. Si on calcule la charge formelle de chacun des atomes, on se rend compte que les charges négatives sont portées par les atomes d'oxygène qui ne forment pas de double liaison dans l'ion CO3 2-. Si on revient un peu en arrière et qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est l'oxygène du haut qui a partagé son doublet d'électrons? Est-ce que ça aurait pu être, par exemple, l'oxygène de droite qui partage un doublet d'électrons pour former une double liaison de cette façon avec les charges formelles qui sont portées par les deux autres atomes d'oxygène? De la même façon, le troisième atome d'oxygène pourrait aussi décider de partager un de ses doublets d'électrons pour former la double liaison CO avec les charges formelles qui sont portées par les deux autres atomes d'oxygène. Ce qui nous laisse avec 3 structures de Lewis différentes pour l'ion CO3 2-. Laquelle est la meilleure? En fait, ces 3 structures-là sont équivalentes et on va les retrouver tous les 3 dans la nature lorsqu'on observe l'ion CO3 2-. En fait, la réalité, c'est qu'on n'observera pas un mélange des 3 structures, mais on va plutôt observer une moyenne de ces 3 structures-là, comme ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et cette moyenne-là, on va l'appeler hybride de résonance, où les liens qui sont toujours présents dans toutes les structures qu'on a dessinées vont être représentés par des traits pleins, et les liens qui sont là uniquement dans certaines structures, donc on fait référence à la liaison double ici, vont être représentés par des traits pointillés. Finalement, les atomes qui portent des charges vont être représentés avec le symbole delta moins dans ce cas-ci pour signifier que dans certaines structures, il y a une charge négative qui est présente, alors que dans d'autres structures, la charge négative n'est pas présente. On parle donc de charge partielle négative pour les atomes d'oxygène. Finalement, dernier concept pour les structures de Lewis, ce sont les exceptions à la règle de l'octet. Prenons l'exemple du composé XeF2. Donc, la structure squelettique vient d'apparaître. Le xénon possède 8 électrons de valence et le fluor 7 électrons pour un total de 14, ce qui nous donne 11 doublets à placer. Lorsqu'on place ces doublets-là, on se rend compte que tous les atomes peuvent respecter l'octet
mais il nous reste un doublet d'électrons supplémentaires à placer. On va donc venir l'ajouter autour de l'atome central, puisque le xénon est un des atomes qui peut dépasser l'octet dans certaines situations. En fait, les atomes qui peuvent dépasser l'octet sont les atomes de la troisième période et plus dans le tableau périodique. Prenons le cas du chlorure d'aluminium, donc AlCl3. La structure squelettique vient d'apparaître à l'écran. On a un total de 12 doublets à placer et ces doublets-là vont se retrouver autour des atomes de chlore, laissant l'aluminium avec un octet incomplet. Il y a aussi certains atomes, c'est le cas du bore et de l'aluminium, qui ne respectent pas l'octet et vont se satisfaire d'un octet incomplet avec 6 électrons autour d'eux.